Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le 15e épisode des histoires d'horreur des abonnés. J'ai ma petite tablette avec toutes vos histoires, installez-vous confortablement. Et c'est parti pour la première histoire, et c'est l'histoire de Anna. Hello Antionne, je me lance avec beaucoup d'appréhension. C'est une épreuve que j'ai vécue à l'âge de 8 ans et qui m'a profondément marqué. Je préfère que tu modifies les prénoms. Mon petit frère n'est pas au courant et je n'ai pas envie qu'il l'apprenne avec ta vidéo. À l'époque, je vivais avec mes deux sœurs de 10 et 15 ans. Mon petit frère de 1 an, ma mère et mon beau-père. Nous étions dans une situation financière très compliquée et notre famille était loin d'être un modèle d'amour. Mais heureusement, j'étais très proche de mes sœurs. Nous habitions dans un petit village du Nord, dans une vieille ferme, isolée. Un matin d'hiver, Léonie et moi étions surexcités car notre école organisait une sortie au cirque. En chemin vers l'école, nous croisons notre grande sœur, Camille. Elle nous avoue avoir raté son bus exprès pour sécher le lycée. Comme il n'y avait que 2 bus par jour, nos parents ne pouvaient pas l'obliger à y aller. Et elle nous a fait promettre de garder le secret et aller rentrer vers la maison. Arrivés devant l'école, on entend soudain des sirènes. 3 camions de pompiers et une ambulance passent à toute vitesse. Avec Léonie, on rigole nerveusement. Imagine, ils vont chez nous. On les regarde s'éloigner avec une petite pointe d'inquiétude, vite oubliée quand notre bus pour le cirque arrive. Après cette matinée, le bus nous reconduit au village. Arrivé là-bas, on marche vers notre ferme quand, à mi-chemin, notre grande sœur Camille et son petit ami nous interceptent en voiture. C'est vraiment étrange, car son copain est pompier volontaire et il n'est jamais là le midi. Toute contente, on monte à l'arrière de la voiture, mais il ne démarre pas. Camille se retourne et elle nous dit « On ne peut pas rentrer, la maison a brûlé. » On rigole, persuadé que c'est une très mauvaise blague, sauf que son visage reste impassible. Son copain démarre. Le trajet de 20 minutes jusqu'à chez la marraine de mon petit frère se fait dans un silence de mort. Personne n'ose parler, ni même respirer. En arrivant, je retrouve ma famille saine et sauve, mais je remarque le regard de Camille posé sur notre mère. Un regard rempli de colère, presque de dégoût. Ce n'est que plus tard que j'ai compris ce qui s'était passé. Ce matin-là, après nous avoir quittés sur le chemin, Camille s'est rapprochée de la maison et a vu une épaisse fumée noire. Elle a alors couru jusqu'à la ferme et en arrivant, elle a trouvé ma mère et mon beau-père dehors. Lui était encore à moitié endormi et ma mère était occupée à sauver le linge qui séchait sur l'étendoir. Soudain, Chloé réalise que notre petit frère d'1 an, Léandre, n'est pas là. Sa chambre est à l'étage. Alors elle hurle « Où est Léandre ?» Et ma mère lui répond « Oh, je l'ai oublié à l'intérieur !» Alors sans réfléchir, Camille fonce dans la maison. Elle traverse la cuisine et monte l'escalier. Et elle trouve Léandre endormi. Elle l'enveloppe dans sa couverture qu'elle va tremper dans la baignoire et mouille une serviette pour lui protéger le visage. Et elle arrive, par je ne sais quel moyen, à sortir de la maison. Pendant ce temps, à l'extérieur, les pompiers sont bloqués. La route menant à notre maison contient un pont pas très haut, empêchant les camions de pompiers de passer. Pour rappel, c'était en 2002. Les GPS n'étaient pas encore courants, ce qui fait qu'ils ne trouvaient pas l'autre accès menant à la maison. Ma mère, trop paniquée pour les guider, finit par leur donner le numéro d'un copain de Camille. Une fois dehors, elle s'effondre en larmes et hurle sur notre mère, restée spectatrice. 20 minutes plus tard, le copain de Camille arrive en trombe pour guider lui-même ses collègues pompiers. Alors, si ma sœur n'avait pas séché les cours, mon petit frère ne serait plus en vie. Si cela avait été un jour d'école normal, je me serais moi aussi réveillé dans les flammes. Le rapport officiel a conclu un accident dû au chauffage au fioul. Mais nous sommes nombreux à être convaincus qu'il s'agissait d'un acte délibéré de ma mère pour toucher l'assurance. Quelques mois plus tard, mes sœurs et moi avons été placés en foyer et plus jamais un tel cauchemar ne s'est reproduit. Merci à toi pour tes vidéos, et même si tu ne publies pas mon histoire,
la raconter aujourd'hui m'a fait plus de bien que j'aurais pu imaginer. Anna. Et tu as mis, Anna, une photo du pont qui a bloqué l'arrivée des pompiers. Ok, écoute, je suis vraiment troublé par ton histoire, Anna. Merci beaucoup de l'avoir raconté. Et c'est un truc vraiment personnel. J'ai eu un peu de mal à comprendre si au moment où Camille, quand elle arrive à la maison, s'il y avait déjà le feu ou si c'était après le feu et que ton petit frère avait été oublié dans la maison. Du coup, je l'ai repris, mais pour vous, ça a été coupé au montage. Mais là, du coup, je comprends. Et avec ta conclusion sur ta mère, on comprend aussi. Écoute, je suis désolé. Vraiment désolé, sincèrement. Et je te remercie énormément d'avoir raconté cette histoire. Et j'ai rien de plus à dire. Moi, j'ai déjà eu une histoire d'incendie chez moi, mais je trouve que ça serait un peu déplacé de dire ça quand toi, ton histoire est aussi forte. J'espère qu'aujourd'hui, vous allez tous très bien. Et je vous souhaite plein de bonheur. Et merci d'avoir pris le temps et l'effort de raconter tout ça. J'avais totalement oublié de vous le dire, les amis, mais c'est pour ça que je me suis changé. Si vous voulez m'envoyer votre histoire d'horreur, vous pouvez le faire au mail qui s'affiche juste ici. Et on lit absolument toutes les histoires qu'on reçoit. C'est pas forcément moi directement, mais tout est lu et vous avez énormément de chances de passer dans les prochains épisodes, donc n'hésitez pas. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez aussi vous abonner, les amis, que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner parce que ça m'aide énormément, ça fait grandir la chaîne. Merci beaucoup. On passe donc tout de suite à la deuxième histoire, les amis, et c'est l'histoire de Carole. Salut Antionne, je m'appelle Carole, et avec ma fille, on adore t'écouter avant de dormir. Grâce à tes vidéos, l'heure de coucher se passe parfaitement bien, tellement elle est impatiente d'écouter les histoires d'Antionne. Ça me fait trop plaisir. Il faudrait que je sorte plus de vidéos, parce que là, une par semaine, si t'écoutes 30 minutes tous les soirs, en 2 jours, c'est fini. J'ai aujourd'hui 31 ans et j'aimerais te raconter une histoire étrange qui s'est passée il y a 8 ans durant ma grossesse. C'était tard dans la nuit, aux alentours de 1h du matin. Je reçois un appel d'un ami qui m'annonce d'emblée que plus rien ne va, qu'il déteste sa vie et qu'il souhaite en finir. Évidemment, je décide de rester en ligne avec lui pour essayer de le consoler. Il a commencé à me dire qu'il veillera sur moi et mon enfant quand il sera parti, et qu'il a déjà payé pour ça. Sur le moment, moi j'essaie surtout d'être à l'écoute. Je comprends pas bien ce qu'il dit et qu'il n'est pas vraiment dans un état normal. Puis, il se met à me parler d'un accident qui se serait produit la veille, très tôt le matin. La voiture d'un couple d'amis à lui aurait été percutée par un poids lourd. Il m'explique qu'au moment même où on se parle, ils sont à l'hôpital et que leur état est très critique. Ensuite, il recommence à dire qu'il veut en finir, qu'il est prêt à sauter de son balcon. Il me répète qu'il sera toujours là pour moi et mon bébé, mais soudain, je l'entends s'adresser d'une façon agressive à d'autres personnes. C'était très confus, mais il avait l'air de dire des choses comme « Arrêtez de me faire souffrir !» ou « C'est bon, j'ai assez payé !» Puis brusquement, plus rien. La communication s'est coupée. Alors, je le rappelle aussitôt, et c'est sa mère qui décroche. Je lui demande si son fils va bien, mais l'échange est difficile parce qu'elle ne parle pas très bien français. Et finalement, l'appel se termine sans que j'en sache vraiment plus. Alors, la nuit passe. Le lendemain matin, je décide de rappeler mon ami pour m'assurer que tout va bien. Il décroche, je prends de ses nouvelles et je lui résume brièvement la fin de notre conversation de la veille. Je me souviens plus exactement de sa réaction sur le moment, car il est d'un naturel plutôt nonchalant. Et quand j'apprends qu'il avait pas mal bu ce soir-là, je choisis de ne pas évoquer ses paroles inquiétantes, ses menaces, mettant tout cela sur le compte de l'alcool triste. Un peu rassuré, je lui demande alors comment va le couple d'amis à l'hôpital, s'il a eu des nouvelles depuis cet accident. Et là, il s'arrête et il me demande comment est-ce que je suis au courant de cette histoire. Alors, je rappelle que c'est lui-même qui m'en a parlé la nuit dernière au téléphone. Mais il m'assure que c'est complètement impossible parce que l'accident a eu lieu ce matin, le jour où on se parle. Surprise, je le contredis en lui répétant ses propres mots de la nuit. Que c'était un poids lourd, qu'ils étaient à l'hôpital, qu'il y avait un mauvais pronostic. À ce moment-là, il devient très nerveux, presque agressif.
Il me demande de la fermer et d'arrêter de se moquer de lui. J'insiste un peu, lui faisant remarquer que s'il y en a un qui se fiche de l'autre, c'est plutôt lui. Et toujours sur les nerfs, il m'ordonne de ne plus jamais lui en parler. Et notre conversation s'arrête ainsi. À ce jour, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé cette nuit-là. L'explication la plus logique serait qu'il m'ait fait une très mauvaise blague sans jamais vouloir me l'avouer. Mais je trouve ça vraiment limite de faire un prank sur un sujet aussi grave qu'un accident potentiellement mortel. Et de plus, il reste extrêmement susceptible quand j'aborde le sujet. Ça le rend vraiment agressif, alors que nous avions toujours été respectueux l'un envers l'autre. Cette réaction disproportionnée et son comportement étrange pendant l'appel me laissent vraiment perplexe. Je me dis que ça pourrait tout aussi bien être une sorte de prémonition. Voilà, mon histoire est bizarre et je te remercie d'avoir pris le temps de la lire. Et je te souhaite beaucoup de réussite dans tous tes projets. Carole. Merci beaucoup à toi, Carole, merci pour ton histoire. Ok, alors si je résume bien, t'as quelqu'un qui t'a appelé dans un état un peu bizarre, il était complètement paniqué, il te dit qu'il veut mettre fin à ses jours et qu'il a des amis très proches qui ont eu un accident. La communication se coupe et le lendemain, quand vous vous rappelez, tu lui dis « Alors comment vont tes amis ? Tu m'en as parlé hier ?» Et il te dit « Non, c'est arrivé aujourd'hui. » Et du coup, vous n'avez pas le fin mot de cette histoire de d'où ça sort, pourquoi il était dans cet état-là, etc. Ok. Et tu dis qu'il avait consommé beaucoup d'alcool. Et ok, c'est un peu... Je suis d'accord avec toi, tu dis à la fin, ton histoire est bizarre, entre guillemets. Ouais, c'est pas le genre d'histoire d'horreur auquel on s'attend et qu'on a eu l'habitude de lire ici. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre, ça. Qu'est-ce qu'il avait ? En plus, tu dis que c'est un ami proche, parce que si t'appelles dans un moment où il va pas bien, c'est que vous êtes proches. Mais il te dit des trucs bizarres et le lendemain, c'est comme s'il était un peu amnésique ou comme si tu parlais pas vraiment à lui. Et je comprends. Et je pense que tu devrais essayer de lui demander plus d'infos. Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il était juste bourré ? Est-ce qu'il y a eu vraiment une mésentente ? Mais bon, j'imagine que ça date un peu aujourd'hui. Oui, tu dis que c'était il y a 8 ans, pendant ta grossesse. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton histoire. J'espère que les prochains épisodes te plairont. Et passe le bonjour à ta fille. On passe tout de suite à la 3e histoire. Et c'est l'histoire de Mani. Salut Antion, j'espère que tu vas bien. Je voulais te partager mon histoire, ainsi qu'à tes abonnés, car j'ai vécu quelque chose d'assez traumatisant sur le moment. Mon récit ne va peut-être pas être aussi fou que certains, mais je te jure que sur l'instant, c'était une véritable dinguerie. Voici ce qui s'est passé. Et je te mets aussi des images pour que tu puisses bien visualiser les lieux. L'histoire remonte à 2 ou 3 ans. J'étais avec ma meilleure amie, il faisait déjà nuit, aux alentours de 19h. Et on a commencé à faire une balade nocturne en trottinette électrique. On se baladait tranquillement quand j'ai eu une idée. Viens, on va dans la ville d'à côté, parce que là on s'ennuie trop. Il faut savoir que cette ville voisine se trouve à environ 5-10 minutes en voiture de chez moi. Pour y aller, on a dû emprunter une route assez isolée et sans aucune habitation. Il y a marqué « voir photo », alors je regarde. Ok. Je vois. Et en trottinette, il nous a fallu 5 bonnes minutes pour traverser cette longue ligne droite avant d'arriver à un stop. Pendant ces 5 minutes, la peur a commencé à monter. On roulait côte à côte et on s'est rendu compte qu'une voiture nous suivait. Ce qui était étrange, c'est qu'elle ne nous doublait pas, alors qu'elle en avait largement le temps et largement l'espace. Elle restait juste là, derrière nous, à notre allure. À cause de l'obscurité et de l'éclat des phares, nous, on n'arrivait pas à voir qui était au volant. Et on commençait à paniquer sérieusement. À un moment, le stress était tel que ma meilleure amie a failli tomber dans un fossé. Ok, celui qui est là, sur la photo. Et elle était littéralement collée contre la barrière en pierre qui surplombait un ravin assez profond. Elle est passée à ça de la chute. Pour en avoir le cœur net et savoir si on était vraiment suivi, on s'est dit qu'on allait prendre une route que personne n'emprunte jamais. Un chemin très isolé, avec une seule maison, juste au début. Ok, c'est sur cette photo-là. D'accord. Arrivé au stop, on tourne à gauche pour s'engager sur cette route. Je jette un coup d'œil derrière moi. Et là, j'ai des sueurs froides.
La voiture met son clignotant et commence à nous suivre lentement sur ce chemin désert. On se met à hurler de terreur. Un homme qui habitait la maison juste à côté sort et crie « Oh, fermez vos gueules !» Moi, j'étais partagé entre la peur et la colère, parce qu'il ne comprenait pas qu'on était en train de se faire suivre par un véhicule suspect. Et dans la panique, je continue d'avancer sur cette route isolée. Ma pote me suit parce qu'elle veut pas rester seule, mais elle me hurle de faire demi-tour. Je finis par percuter qu'on est en train de s'enfoncer dans un piège. Alors là, on fait enfin demi-tour. Et comme on était en trottinette, on a été beaucoup plus rapide à pivoter que la voiture, qui, elle, n'a pas eu le temps de manœuvrer. Alors, on a tracé jusqu'à chez moi dans un silence total, essoufflé et terrifié. Une fois à l'abri, on a mis du temps à réaliser. J'étais dans un état de choc, dans une sorte de déni complet. Et petit fun fact pour finir, la mère de ma meilleure amie lui avait strictement interdit de sortir ce soir-là. Et on l'a fait quand même. Et elle est arrivée chez moi pile au moment où on rentrait. Alors, décomposée et à bout de souffle, inutile de te dire que la prochaine fois, je l'écouterai. Aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'anecdote terrifiante qu'on se raconte. On a bien digéré la chose, mais je peux te dire que j'en ai fini des escapades nocturnes. Merci de m'avoir écouté, Antion, Mani. Merci beaucoup à toi pour ton histoire. En fait, elle est très claire et bien flippante. Non, tu dis que c'est pas une histoire normale, mais en fait, je pense que ce qu'il faut aussi qu'on se dise dans ces épisodes, les gars, c'est que des fois on a des histoires qui sont hors du commun, avec des histoires de spectres et tout, mais la plupart du temps, les plus grands dangers de la vie de tous les jours, c'est pas des trucs impressionnants. Tu vois, c'est ça, vous êtes seul, un mec mal intentionné se met à vous suivre. Enfin, malheureusement, dans la vie, j'ai l'impression que c'est un peu souvent comme ça. C'est le danger là où on s'y attend le moins, et là, vous allez dans un endroit où il y a personne, et vous pensez qu'il va rien vous arriver, mais non, justement, un mec profite du fait que ça soit isolé pour peut-être faire quelque chose. On n'a pas la certitude qu'il avait la volonté de vous faire du mal, mais quand tu dis que tu y tournes dans un endroit où il n'y a rien, c'est assez bizarre quand même, ça. Le bénéfice du doute, on dira peut-être qu'il voulait rentrer chez lui, je sais pas, mais vous avez super bien fait de faire demi-tour, et j'allais vous dire en lisant que c'était pas une bonne idée de tester en allant dans un endroit encore plus reculé, parce que en effet, si vous voulez du mal, aller dans un endroit encore plus reculé, vous êtes piégé. Mais vous l'avez réalisé à temps, et vous avez vraiment bien fait. Et c'était malin d'utiliser vos trottinettes qui sont du coup plus maniables pour aller plus loin et pour sortir de son champ de vision. Mais faites attention à vous, et je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui regardent nos vidéos. Moi aussi, quand j'étais jeune, je faisais énormément de vélo, j'allais dans des endroits où il n'y a pas grand monde, mais malheureusement on entend souvent des trucs un peu sombres qui se passent à ce moment-là, donc faites bien attention à vous, les amis. Et tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi ces épisodes, parce que des fois on dit des trucs très simples, mais ça peut servir. J'espère en tout cas que ça peut servir. Et on passe directement à la 4e histoire, qui est l'histoire de Lilou. Salut Antion, j'ai 13 ans, je te suis depuis que j'ai 11 ans et j'adore tes vidéos. Merci beaucoup Lilou. Mon histoire est totalement vraie, et en plus elle s'étend sur plusieurs mois. J'ai toujours été une passionnée d'urbex. Avec mes 2 meilleurs amis, on regardait beaucoup des vidéos d'exploration ensemble, et un soir, on a décidé de se lancer. J'habite dans un petit village où presque tout le monde se connaît. Et justement, dans ce village, il y a une maison abandonnée depuis très longtemps, un petit peu reculée. En soi, c'était l'endroit parfait pour faire notre première exploration. On a donc décidé d'y aller. Avec mes amis, on escalade un grillage et on s'introduit par une fenêtre. À l'intérieur, tout était recouvert d'énormément de poussière. On commence notre petite visite, mais très vite, j'ai la désagréable impression qu'on me regarde, et que quelqu'un d'autre se trouve dans cette maison. On traverse la cuisine pour aller dans le jardin, où se trouvent des écuries. On y entre, et là, on tombe sur des meubles, qui à mon avis venaient de la maison. On s'est dit que ça devait être l'œuvre de squatteurs. On continue de fouiller, et on tombe sur une bouteille d'eau avec de la buée à l'intérieur, comme si quelqu'un venait de boire il y a à peine quelques minutes. Alors, d'un coup, on a couru vers la sortie. Je précise aussi que pendant tout le temps où nous étions dans la maison, on entendait des grincements étranges qui ne venaient pas de nos pas. Quelques jours après,
L'un de mes amis m'appelle en panique et il m'explique qu'il est passé devant la maison et qu'il a vu une silhouette entièrement vêtue de noir à l'intérieur. Pendant quelque temps, on a décidé de ne plus y mettre les pieds, parce qu'avec tous ces indices réunis, on avait bien compris qu'un squatter vivait là. Et quelques mois plus tard, la curiosité l'emporte et on décide d'y retourner, mais avec beaucoup plus de prudence. Alors avant d'entrer, on observe tout depuis l'extérieur. La porte, les volets, les rideaux. La première fois qu'on y était allé, les rideaux semblaient bien mis. Mais cette fois-ci, une vitre était cassée et le rideau pendait par la fenêtre. On décide quand même d'entrer. Sauf qu'à l'intérieur, le décor avait encore changé. Tous les meubles étaient poussés contre les murs et des assiettes étaient brisées sur le sol. Et le pire, c'était que les fameux bruits de grincement étaient toujours là. Après avoir vu ça, on a encore une fois pris la fuite. Depuis, il y a des jours où l'on repasse devant cette maison. On remarque que les rideaux ont encore bougé ou sont placés différemment. Voilà, merci beaucoup si tu as lu mon histoire, et encore plus si tu la racontes en vidéo. Je voulais aussi en profiter pour prévenir les personnes qui font de l'urbex. Faites toujours très attention à vous et à vos amis. Lilou. Et tu nous mets donc cette photo de la maison avec le volet cassé et le le rideau. Ok. Merci beaucoup Lilou. J'ai beaucoup aimé ton histoire. Moi j'aimerais revenir sur plusieurs trucs. Tu dis t'es presque sûr qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Moi en fait j'ai fait plusieurs lieux d'urbex, j'en connais quelques-uns, et en fait le truc, ça grince, c'est normal, c'est des vieux bâtiments, il y a souvent de l'air qui s'infiltre, etc. Mais en fait quand les bâtiments sont trop abandonnés, en général, il n'y a même pas de squatter. Enfin, là, je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Si, moi j'ai été à un endroit... » Il y a bien sûr des exceptions. Mais en général, quand tu vois, c'est moisi, que l'intérieur, on a du mal à respirer et tout, même un squatter ne veut pas vraiment y rester parce qu'il y a des endroits un peu plus safe, on va dire. Et du coup, si vraiment c'est hyper méga abandonné, horrible, il y a peu de chances qu'il y ait des gens. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup de passages. Et il y a sûrement beaucoup de gens qui viennent faire de l'urbex. Et quand on fait de l'urbex, il y a aussi des gens qui, eux, ne respectent rien. Il y a beaucoup de gens qui cassent tout. Et là, comme tu dis, les meubles ont bougé, les assiettes lancées par terre et tout. Je pense que c'est sûrement un lieu d'urbex très fréquenté. Mais attends, je vais me contredire. Hein. Mais là, je regarde encore la photo. Et en fait, c'est vrai que ça a quand même l'air d'être une maison en pierre et tout. Moi, j'imaginais un truc un peu vraiment délabré. Peut-être que si c'est pas délabré, c'est tout à fait possible qu'il y ait un squatter, c'est vrai. Donc en fait, j'ai dit tout ça pour peut-être pas grand-chose. Non, mais je voulais vous dire ça en mode... vous avez aussi beaucoup de chance en urbex de croiser d'autres gens qui font de l'urbex. Et des fois, il y a des gens qui sont mal intentionnés, même si dans une grande majorité des cas, ça reste une pratique où les gens sont très cool, très gentils et tout. Mais ça existe. Donc voilà, il faut aussi se méfier de ça. C'est pas forcément des esprits ou des fantômes qui vont nous faire peur ou qui vont nous faire du mal. C'est pas forcément un squatter qui dort là et qui veut tuer les gens qui rentrent. Ça peut être des fois des explorateurs qui profitent de la faiblesse des autres pour les racketter, etc. Heureusement, c'est un truc qui arrive rarement, mais il faut savoir que ça existe. Voilà, je veux pas vous faire peur, mais on passe donc à la 5e histoire, et c'est l'histoire de Tania. Salut Antoine, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Tania, j'ai 14 ans et je suis en 3e. Je t'écris ce mail parce que j'aimerais partager quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais toute petite. Quand j'étais enfant, vers mes 5-6 ans, j'allais souvent me baigner dans une rivière avec mes parents et des amis de la famille. Et un jour, alors qu'on était à cette rivière, j'ai frôlé la noyade. C'est ma cousine, je crois, qui m'a sauvé. Après cet événement, j'entendais souvent le bruit d'un train à vapeur. Alors, je me disais que c'était peut-être rien, puisque j'habite pas loin de la gare de ma ville, mais le seul hic, c'est qu'aucun train à vapeur n'est jamais passé dans cette gare. À chaque fois que je l'entendais, je ressentais une pression dans la poitrine et des sueurs froides. Et à chaque fois, cette douleur était un peu plus intense. J'en ai jamais parlé à mes parents et j'ai appris à faire avec jusqu'à mes 8 ans. Puis, plus rien. Je me suis dit que c'était fini. Jusqu'à il y a quelques mois. Durant les vacances de la Toussaint,
avec ma sœur de cœur, on se promenait en forêt. Non loin de la rivière où je me baignais quand j'étais petite. Et j'avais totalement oublié toutes ces choses. Puis, j'ai entendu un train à vapeur. Et une douleur aiguë est arrivée dans ma poitrine. Je me suis effondré et j'essayais de me tenir à un arbre pendant que je vomissais. Et lorsque j'ai relevé la tête, une silhouette se tenait devant moi. Pas ma sœur de cœur. Quelque chose que je connaissais pas. Et je n'ai pas fait de faute. Quelque chose qui m'était inconnu. Quelque chose de non humain se tenait devant moi avant de se volatiliser. Et à cet instant, j'ai entendu un corbeau, en sachant encore une fois qu'il y en a très peu dans ma ville. Depuis, je n'ai plus jamais réentendu ce train. Je ne retourne plus dans la forêt et j'ai peur de revoir cette chose. J'espère que mon histoire pourra éclairer certaines personnes sur leurs propres expériences paranormales. Bonne journée, soirée, Tania. Merci beaucoup pour ton histoire, Tania. Je pensais pas qu'elle allait s'arrêter si vite, je pensais que tu allais peut-être nous donner ta théorie, parce que là, je t'avoue que j'en ai pas. J'en ai pas dans le sens où ma première hypothèse, c'était quand tu parlais du bruit du train, et je pensais qu'on allait aller dans une histoire où il y avait peut-être des gens qui sont morts dans un train non loin de l'endroit où tu as failli te noyer dans la rivière. Et en fait, non, pas du tout. Tu as du coup ces bruits de train, mais du coup que j'explique pas. Peut-être que c'est un problème d'oreille qui sont dus à la pression de l'eau. Du coup, dans ce cas-là, c'est pas normal que tu les aies que de temps en temps, puis plus rien. Enfin, j'en sais pas, je suis pas médecin. Mais dans tous les cas, tu devrais en parler. Peut-être que c'est un truc... tu sais comment on dit peut-être que c'est un truc qui est pas là tout le temps et qu'il peut y avoir une solution quand même. Et du coup, tu y es retourné et bizarrement, c'est vrai que c'est bizarre, au même endroit, tu as eu du coup cette vision, t'as vomi, etc. Moi, je te donnerais un conseil à toi de décider si tu m'écoutes ou pas, c'est d'aller consulter, parce que peut-être que c'est pas du tout un truc paranormal, mais quelque chose qui n'a rien à voir, et que le fait d'être là, ça met ton corps dans une position de stress et ça réveille une sorte de maladie. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est assez flippant. Et tu finis en parlant de ce corbeau. Ok. Moi, j'ai pas grand chose que je peux vous dire là-dessus, juste ça m'a rappelé un truc que j'avais complètement oublié, ça fait des années que j'avais pas pensé à ça. Quand j'étais petit, une fois, je pense que j'ai vraiment frôlé la noyade aussi. Pour vous donner un peu de contexte, parce que je sais qu'il y en a qui aiment bien quand je raconte des anecdotes personnelles. Il y a une époque, je sais pas si ça se fait toujours, il y avait une piscine pour enfants qui avait ouvert, moi j'habitais vers Bordeaux. Et on faisait des anniversaires à la piscine. C'était genre, on était une trentaine dans une énorme piscine et il y avait des maîtres nageurs. Et en fait, on avait dans la piscine des espèces de tapis, vous savez, dans la même matière que les frites là, qui flottent, les frites de piscine. Il y avait un énorme tapis comme ça. Et à un moment, on faisait tous une photo sur ce tapis. Et moi, j'ai sauté du tapis et je me suis retrouvé dessous. Du coup, il y avait un tapis comme ça, et moi, je saute du tapis et je me retrouve dessous. Et il y a, je sais pas, 5-6 personnes sur le tapis encore en train de jouer sur le tapis. Et moi, je me rappelle, j'étais bloqué dessous. Et je n'arrivais pas à nager dans les côtés. En fait, quand j'essayais de nager sur les côtés, vu que j'étais collé au tapis, parce que ça me faisait remonter avec mon souffle et tout, j'arrivais pas à avancer. Et en fait, je me rappelle que j'arrivais pas du tout à respirer, et ça a dû durer peut-être 10, 15, 20 secondes, et je me disais, vu que je suis sous le tapis, le maître nageur ne me voit pas. Et en fait, je me rappelle que je commençais à me sentir partir, et que j'ai eu un peu un éclair de « Ok, je vais plonger vers le bas pour faire 2-3 brasses, pour ensuite m'éloigner. » Vous voyez, du coup, j'étais là, et plutôt que d'essayer de bouger comme ça où j'y arrivais pas, j'ai fait un truc comme ça. Ce qui est tout à fait logique de faire ça, mais moi j'étais petit, je me demande même si j'avais 10 ans. Parce que je me rappelle que c'était un peu des endroits où on avait tout le temps normalement des brassières de piscine qui font que tu flottes tout le temps. Mais j'avais peut-être des brassières de piscine, c'est pour ça que je galérais. Et en fait, je me rappelle que on devait prouver qu'on savait nager pour aller à cet endroit, pour éviter du coup les trucs. Et je me rappelle que pendant un moment, après ce moment, j'étais persuadé que j'avais frôlé la mort. Alors, je sais pas si c'est vrai, je sais pas, vous savez, j'étais enfant, du coup peut-être j'ai aggravé les choses dans ma tête et c'était pas si grave, mais je me rappelle, j'avais eu peur. Voilà,
Voilà, c'est mon anecdote, mais moi j'ai pas eu de vision depuis, contrairement à toi, Tania, et je te remercie encore une fois de nous avoir raconté ton histoire. Et on passe tout de suite à la 6e histoire, et c'est l'histoire d'Emma. Salut Antoine, je m'appelle Emma et j'espère que tu vas bien. Je voulais d'abord te remercier pour ton contenu, et aujourd'hui je vais te raconter une histoire 100% vraie qui m'est arrivée très récemment. Merci beaucoup à toi Emma de faire vivre cette chaîne. Ça s'est passé il y a à peine une semaine au collège. Depuis plusieurs jours, j'avais des problèmes avec un garçon de ma classe, ce qui me faisait perdre toute confiance en moi. Ce garçon a fini par tout raconter à son père. Cet homme a eu un comportement très louche. Et quelques jours plus tard, il est revenu me voir avec son fils à la sortie et m'a menacé. « Toi, t'arrêtes d'embêter mon fils, ou tu vas voir. » J'étais terrifié, alors j'ai décidé de l'ignorer. Mais encore quelques jours plus tard, cet homme est revenu me voir. Sauf que cette fois-ci, il était seul. Et là, ça m'a vraiment fait peur. Il s'est approché de moi et il m'a glissé « Ce soir, tu vas mourir ». J'étais totalement paniqué. J'ai couru vers d'autres personnes pour chercher de l'aide et j'ai tout raconté à un groupe de filles. Elles ont essayé de me rassurer et elles m'ont raccompagné jusqu'à chez moi pour que je sois en sécurité. En rentrant, j'ai tout expliqué à mes parents en pleurs. Et ils m'ont dit que si ça continuait, ils iraient porter plainte. Mais le soir est arrivé et j'avais une peur bleue. Dans un élan de panique, j'ai alors pris une décision risquée. Je décide de sortir pour aller m'excuser auprès du garçon et de son père, en espérant calmer les choses. Alors, j'arrive chez eux et je sonne. Et soudain, j'entends un cri. Je suis tétanisé. Je lève la tête et je vois l'homme qui m'observe fixement depuis la fenêtre. Il finit par m'ouvrir, je lui présente mes excuses avec son fils à côté. Le garçon me regarde bizarrement, tandis que son père n'en a absolument rien à faire de mes excuses. Il me fixe froidement et me répète cette phrase glaçante. « Demain soir, tu vas mourir. » Le lendemain, au collège, je revois son fils. En plus de cette angoisse terrible qui me ronge, beaucoup d'élèves de ma classe commencent à se moquer de moi. La pression est trop forte, alors je craque et je me mets à pleurer comme jamais. Mon prof de physique me voit dans cet état et s'inquiète beaucoup. Alors je finis par lui raconter tout ce qui m'est arrivé. Il me rassure immédiatement et m'éloigne de ce garçon dans la salle de classe. Je suis rentré chez moi, encore en larmes, en repensant à tout ça. Et franchement, ça fait très mal à vivre. Merci de m'avoir lu et j'espère passer dans une de tes vidéos. Antoine, j'ai aussi besoin d'avis sur cette situation. Merci. PS, ton livre est incroyable, continue comme ça. Ok, merci Emma pour ton histoire. Je t'avoue que j'aurais aimé avoir un peu plus d'infos au début. Je comprends pas bien quel est le problème initial avec le garçon de ta classe. Peut-être que t'as pas voulu le dire, parce que tu dis ça t'a fait perdre toute confiance en toi. Tu dis pas ce qui s'est passé, mais peu importe ce qui s'est passé, rien ne justifie de parler comme ça. Tu vois, si c'est une embrouille de collégiens, un adulte devrait avoir le recul. Donc c'est vraiment pas toi la faute. Tu n'as rien fait de mal là-dedans et il faut en parler très vite à des personnes compétentes. Donc je sais pas, ta prof principale qui va en parler peut-être au CPE et à tes parents évidemment. Et après, à vous de voir ce qu'il faut faire, s'il faut pas aller voir la police ou quoi. J'espère qu'il y aura pas besoin d'aller jusque-là et que le mec va juste se calmer. Mais voilà, en tout cas, toi, t'as fait ce qu'il fallait et tu t'es excusé. Et voilà, je pense que c'est un peu un moment compliqué, mais les choses vont rentrer dans l'ordre. Et je l'espère. Et merci beaucoup d'avoir envoyé ton histoire. Et on passe à la 7e histoire, et c'est l'histoire d'Olympe. Coucou Antoine, j'espère que tu vas bien et que tu passes une bonne journée. Aujourd'hui, je voulais te raconter une courte anecdote qui m'est arrivée. Je m'appelle Olympe et j'ai 16 ans, mais j'en avais 7 ou 8 quand cette histoire s'est déroulée. C'était un soir d'hiver et ma mère était invitée à un repas entre anciens collègues de travail. Et vu que j'étais petite, elle devait me faire garder. Il faut savoir qu'à cette époque, ma mère et moi, on habitait toutes les deux dans un immeuble de 2 étages. Ma mère m'a donc confié à notre voisine et à son copain qui vivait au 1er étage. Il fallait donc obligatoirement prendre les escaliers pour monter chez nous au 2e. Et tu vas voir, c'est un détail important pour la suite.
Je passe donc la soirée chez eux. Tout se déroule très bien, on s'amuse et on regarde des films. Arrive un moment où je commence à fatiguer et j'ai envie d'aller dormir. Ma mère n'étant pas encore rentrée, la voisine décide de me coucher dans leur lit en attendant qu'elle vienne me chercher. Dans mes souvenirs, j'étais pas extrêmement fatigué, mais dès que je me suis allongé, je me suis endormi instantanément. Le lendemain matin, je me réveille, mais je suis plus dans le lit de la voisine. Je suis dans mon propre lit. Alors je me redresse sur mes coudes et je bug pendant un petit moment avant de me rappeler de la veille. Je descends de mon lit superposé et je rejoins ma mère dans le salon. Je lui dis bonjour et je lui demande à quelle heure est-ce qu'elle est rentrée. Elle me dit qu'elle est venue me chercher vers 23h et que je dormais déjà profondément. Alors, ça je m'en doutais, mais ce qu'elle m'a dit ensuite m'a choqué. Je lui demande comment je suis remonté à la maison et est-ce qu'elle m'a porté ? Elle me répond très calmement que non, elle ne m'a pas porté. J'avais monté les étages toute seule, je m'étais mise en pyjama et je m'étais même brossé les dents avant d'aller me coucher. Alors, je la regarde, perplexe. Ma mère me regarde à son tour et me demande ce qu'il y a. Je lui dis « Mais t'es sûr que tu m'as pas porté et mise en pyjama ?» Elle me le confirme une deuxième fois et me demande pourquoi. Et complètement perdu et un peu paniqué, je lui lâche « Je me souviens de rien, ni des escaliers, ni de m'être brossé les dents. Je me souviens d'absolument rien. » Même encore aujourd'hui, je me questionne sur cette fin de soirée totalement floue et étrange. Et j'imagine que c'était sûrement une grosse crise de somnambulisme. Olympe. Ok, merci pour ton histoire. Oui, je pense aussi que c'est du somnambulisme. Vous savez, je l'avais raconté, je vais raconter ma vie encore une fois, mais je l'avais raconté dans un autre épisode. Moi, quand j'étais petit, le jour de mes 10 ans, ou la veille du jour de mes 10 ans, je sais plus exactement, je me suis réveillé, et du coup j'étais petit, et je me suis réveillé, je n'avais plus d'habits sur moi. Alors que j'étais petit, je dormais tout le temps en pyjama. Et quand je me suis réveillé le matin, j'étais en panique, et impossible de trouver dans ma chambre où était mon pyjama. Et du coup j'étais terrifié, je me rappelle, j'ai commencé à pleurer et tout, parce que je me suis dit, mais attends, je me suis endormi avec mon pyjama, je me réveille, je l'ai plus, et je sais pas où il est. Et j'ouvre les placards et tout, où sont rangées mes affaires, je ne le trouve pas. Et en fait, du coup j'ai été voir ma mère en pleurant, et ma conclusion c'est que j'ai été somnambule. C'est pas exactement comme toi, parce que toi, t'as dormi, puis tu t'es réveillé, t'as monté les marches et tout, puis tu t'es rendormi. Mais je pense que c'est ça, je pense que c'est un espèce d'entre-deux de sommeil, et qu'en fait tu étais juste pas bien réveillé, ou que ton cerveau était pas totalement réveillé, et que du coup il a pas enregistré ces infos-là. Mais bon, ce qui est rassurant, c'est qu'il y avait ta mère avec toi, et que du coup elle t'a vu, elle sait que t'as pas fait... elle sait que t'étais pas dans un état second, parce qu'elle s'en doutait pas, etc. Donc je trouve que ça fait peur, mais d'un côté c'est un peu rassurant. Ça fait peur de savoir que toi tu t'en souviens pas, mais tu sais qu'il s'est rien passé de grave en tout cas. Mais je te remercie pour ton histoire. Bon les amis, vous le voyez, j'ai dû changer de pièce, mais on se retrouve directement pour la 8e histoire, et c'est l'histoire de Dan. Salut Antione, je voulais te partager mon histoire qui s'est passée il y a environ 2 ans. Tout a commencé quand j'ai déménagé. Au début, tout était très calme. Je m'habituais doucement à la maison. Et il faut savoir que je n'avais pas de voisin direct. La propriétaire de la maison d'à côté était décédée en maison de retraite et la propriété était donc vide. Puis, un soir, en rentrant des cours, je remarque que ma clôture est abîmée. Elle est légèrement penchée, comme si quelqu'un l'avait escaladée et avait pris appui dessus pour entrer dans mon jardin. En allant un peu plus loin, je constate que la clôture de la maison d'à côté est exactement dans le même état. En regardant dans le jardin de cette voisine décédée, je remarque que la porte de la remise est entrouverte. Alors, suite à un gage, mon frère décide d'y aller pour jeter un œil. Au bout de 2 minutes, je l'entends faire un bruit comme s'il était choqué. Et à l'intérieur, il a trouvé un long couteau, un lance-pierre, un fusil et des cartouches. Paniqué, on fonce tout raconter à notre père, qui décide immédiatement d'appeler la police. Ma mère, en revanche, ne nous croyait pas vraiment.
Et 2 jours plus tard, alors que nos parents avaient laissé couler l'affaire, on a remarqué avec effroi que la porte de la remise était refermée. Ce qui veut dire que quelqu'un était manifestement repassé par le même chemin. Aujourd'hui, la maison d'à côté a été rachetée et est habitée depuis 2 semaines. Les nouveaux propriétaires nous ont invités chez eux pour faire connaissance, mais j'ai catégoriquement refusé d'y aller, parce que je suis encore traumatisé par cette histoire. Merci de m'avoir lu et bonne journée à toi, Dan. Merci beaucoup pour ton histoire, Dan. Elle est courte mais très bien écrite et très impactante. C'est assez flippant, ce truc de gens qui escaladent. Du coup, les clôtures, donc t'es sûr à 100% qu'il y a vraiment des gens qui l'ont fait. Et ils avaient un long couteau, un lance-pierre, un fusil et des cartouches. Un peu bizarre d'avoir un lance-pierre en 2026 quand t'as un fusil, mais ok, des gens pas très bien intentionnés. Je sais pas ce que ça peut être, des squatteurs qui veulent se défendre, peut-être des gens qui consomment de la drogue et qui veulent se défendre contre d'autres consommateurs qui pourraient s'en prendre à eux. Je sais pas du tout. Et en plus, tu dis, tout était très calme. Donc t'as pas l'air d'être en pleine ville, etc. Ok. Merci beaucoup pour ton histoire, Dan. Ça fait toujours quelque chose de s'imaginer que des gens passent soit chez nous, soit juste à côté de chez nous. Et voilà. Mais moi, je pense, Dan, après je peux comprendre que toi, ça t'est impressionné, tout ça. Et je pense que t'aurais dû aller chez tes voisins. Peut-être que ça t'aurait justement donné une nouvelle image du lieu. Et t'aurais pu passer à autre chose. Mais bon, c'est que mon avis. On passe donc, les amis, à la 9e histoire. L'histoire d'Enzo. Et je vous rappelle, j'ai totalement oublié de le faire dans cet épisode. Si vous voulez m'envoyer votre histoire d'horreur, vous pouvez l'envoyer au mail qui s'affiche juste ici en bas. On lit toutes les histoires et on essaye de toutes les mettre dans les vidéos. Donc n'hésitez pas à envoyer tout ce que vous voulez. Ça peut être long, ça peut être court, ça peut être un témoignage, ça peut être paranormal, ce que vous voulez. Comme ça, vous pouvez passer dans les prochains épisodes. On passe donc à la 9e histoire. Et c'est l'histoire d'Enzo. Bonjour Antion, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Enzo, j'ai 17 ans, et mon histoire s'est passée quand j'en avais 15. J'espère pouvoir passer dans l'une de tes prochaines vidéos. Tout a commencé lors d'un voyage scolaire d'1 semaine avec ma classe à Arcachon. L'incident s'est produit le 3e soir dans notre hébergement. Les filles de ma classe ont entendu quelqu'un toquer à la fenêtre de leur chambre. Au début, elles ont cru que c'était moi qui essayais de leur faire une blague. Sauf que leur chambre se trouvait au 2e étage. Alors soudain, j'ai entendu des filles crier depuis le balcon. Je me suis précipité pour voir ce qui se passait. En arrivant, j'ai vu l'une d'elles en pleine crise d'angoisse. J'ai tourné la tête vers l'extérieur, et là, j'ai aperçu un vieux monsieur. Il tenait son téléphone à la main avec une lampe torche allumée braquée vers nous. Les filles étaient persuadées qu'il les prenait en photo, même si dans la panique, nous n'en avions pas eu la certitude absolue. Une fois que cet homme mystérieux est parti, quelques filles sont descendues en urgence pour prévenir les professeurs de la crise d'angoisse de leur ami. Et nous en avons profité pour leur signaler la présence de ce rôdeur. Les profs nous ont rassurés et nous ont dit de retourner nous coucher. Le lendemain matin, les professeurs nous ont expliqué qu'ils avaient veillé et fait des rondes toute la nuit pour vérifier s'il allait revenir. Et malheureusement, ils n'avaient trouvé aucune trace de cet homme aux alentours. Merci d'avoir lu mon histoire. Si tu as des hypothèses sur ce qui est passé, dis-les-moi. PS, j'ai terminé ton livre et franchement, il est trop bien, Enzo. Et tu nous mets cette photo qui doit être du coup l'endroit où tout ça s'est passé. Merci beaucoup, Enzo. Et c'est vrai que moi je viens du sud-ouest, je reconnais direct la végétation un peu de la côte landaise, bassin d'Arcachon, tout ça. Ok, merci beaucoup pour ton histoire. C'est flippant parce que c'est très court et j'imagine bien le truc. Et tu dis j'ai 17 ans et j'en avais 15, ok. Donc déjà c'est terrible, un vieux qui espionne des filles de 15 ans la nuit, vraiment ça c'est terrible. C'est un crime grave, c'est vraiment grave. Enfin je rigole mais c'est pas marrant, mais c'est horrible. Je comprends la panique de tout le monde et j'ai pas beaucoup d'hypothèses à part que je pense que c'est un mec complètement jobard, complètement fou qui devait espionner les gens pour filmer des trucs ou quoi. On voit des fois dans des reportages ou dans
des trucs sur YouTube, j'ai déjà vu ça, des émissions qui se passent dans des campings où il y a souvent des mecs louches qui font des trucs horribles. Et je pense malheureusement que c'était ça. Et qui doit savoir quand il y a des classes qui viennent et il veut venir la nuit. Après, c'est bizarre qu'il ait toqué. Peut-être qu'il a pas fait exprès de faire du bruit et que c'est comme ça qu'elles l'ont entendu. Et en plus, c'était au 2e étage. Attends, mais j'avais pas capté ça. Il y avait un mec au 2e étage sur le balcon, c'est ça? C'est fou. C'est complètement fou. J'ai pas de théorie. Je pense que soit il a grimpé, soit c'est un mec qui connaît bien les lieux et qui a un accès, peut-être qu'il a une clé, etc. J'ai rien de spécial à dire, mais je trouve ça terrifiant. Mais faut faire attention. Moi, j'ai déjà, quand j'étais... maintenant c'est fini, maintenant je suis une vieille personne, mais quand j'étais en études, je me rappelle d'une fois, on avait fait une soirée étudiante, tu vois, on avait à peine genre 19 ans, et il y avait un mec un peu vieux qui nous avait rejoint, c'était à Bordeaux, c'était pas vraiment dans la rue, c'était un peu dans le campus universitaire, il y avait un mec de genre 55 ans qui était là, et qui avait fait toute la soirée avec nous. Et nous, sur le coup, je me rappelle on trouvait ça un peu marrant, mais c'est un peu louche, tu vois. C'est un peu bizarre. Pourquoi il y a un mec de cet âge-là ici? Peut-être qu'il est seul, et c'est malheureux, mais tu sais, il y a un peu des vibes... je dis pas ça gratuitement, hein, il avait des vibes un peu bizarres, et tu sais, il tournait un peu autour des filles et tout, alors que, vas-y, il a 3 fois leur âge. Un peu... enfin, c'est pas un peu étrange, c'est très étrange de faire ça. Mais merci beaucoup pour ton histoire, Enzo, et on passe à la 10e histoire. C'est l'histoire de Manon. J'ai un peu l'impression qu'aujourd'hui, mes interventions n'ont pas été très pertinentes, les amis. Je suis désolé si c'est le cas, mais peut-être que je me trompe. J'espère que je me trompe. On profite de cette dernière histoire. C'est parti. Coucou Antionne. Je m'appelle Manon, j'ai 12 ans, et mon histoire s'est passée quand j'en avais 8. À l'époque, j'habitais dans un appartement avec mon papa et ma belle-mère. Nous avions un voisin assez âgé et plutôt bizarre. Il se promenait souvent près d'un petit ruisseau qui se trouvait juste en face de la fenêtre de ma chambre. C'était un homme veuf et sans enfant. Un jour, comme ma cousine devait venir à la maison le soir même, j'ai commencé à ranger ma chambre. À un moment, en passant devant ma fenêtre pour ranger quelque chose, je m'arrête net. L'homme était là, au bout du ruisseau, et il me fixait. Ou du moins, il fixait un point juste derrière moi. Prise de panique, je me suis caché derrière le mur. Me demande pas pourquoi j'ai eu ce réflexe. Je me suis rapidement relevé et j'ai couru vers le salon pour prévenir mon père. Il m'a suivi aussitôt dans ma chambre pour regarder par la fenêtre. Il m'a dit qu'il n'y avait absolument personne et j'ai regardé à mon tour et je me suis figé. Le ruisseau était maintenant vide. J'ai juré à mon père que je disais la vérité, mais évidemment, il ne m'a pas cru. Le lendemain, le voisin n'a donné aucun signe de vie. Quelque temps plus tard, la police l'a retrouvé mort, chez lui, dans son lit. Alors, mon histoire n'est peut-être pas paranormale à proprement parler, mais sur le coup, j'ai trouvé ça tellement effrayant et bizarre. J'espère de tout cœur que je passerai dans l'une de tes prochaines vidéos. Bisous, Manon. Ok, alors merci beaucoup Manon pour ton histoire. Je suis un peu choqué de la fin. Je m'attendais pas du tout à ce que cette personne meure. J'étais un peu dans le mood de l'histoire précédente. Je pensais que tu allais dire que c'était un voisin un peu bizarre qui venait espionner. C'est moins creepy que l'histoire précédente parce que c'est un voisin. Il peut peut-être vouloir un renseignement, demander quelque chose. Mais là, vu qu'il est retrouvé mort après, c'est peut-être un peu un appel à l'aide ou peut-être que... Non, je suis en train de réaliser, peut-être qu'en fait, c'est un espèce de fantôme ou de spectre. Encore une fois, je mets des gros guillemets à ce que je raconte, hein. Mais peut-être que... Vous savez, des fois, on aime bien se dire ça dans ces vidéos, de se dire que c'était peut-être lui qui voulait donner un dernier appel à l'aide, ou justement, peut-être qu'il avait déjà perdu la vie et qu'il voulait qu'on retrouve son corps. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Peut-être que je vais trop loin. Peut-être que c'était juste que ce monsieur se sentait pas bien et qu'il voulait faire un tour et il est décédé après et que tout ça n'a rien à voir. Mais voilà, je suis preneur de votre avis là-dessus. Peut-être que, comme je dis, il était décédé et
il est venu vous voir parce qu'il fallait que quelqu'un sache qu'il était décédé. Comme je crois que c'était dans l'épisode précédent, qu'il y avait un peu ce truc de la femme qui était décédée chez elle avec son chien et qui avait un peu donné le message à sa petite fille, je crois, pour qu'elle appelle la police, et c'est comme ça que son corps a été découvert. Et ça, j'avais trouvé ça hyper beau. Voilà les amis, merci beaucoup Manon pour ton histoire, merci à vous, si vous êtes restés là, c'est que vous êtes hyper intéressés par ces vidéos, je vous remercie énormément les gars. Aujourd'hui c'est un setup un petit peu spécial, parce que on est en train de bosser sur des très grosses vidéos, du coup il y a les monteurs dans certains endroits et tout. Je change de pièce, mais merci beaucoup d'avoir suivi jusqu'ici, je suis trop content de faire ça, en ce moment c'est un peu des vidéos bouffées d'air pour moi, parce que on met énormément d'énergie dans la chaîne principale, vous le savez, ça devient un peu une grosse machine, il y a beaucoup de monde qui travaille, etc. Ça prend du temps, vous voyez qu'on sort un peu moins de vidéos sur la chaîne principale, mais j'essaye que les vidéos soient un peu mieux qu'avant, dans le sens où je veux plus sortir une vidéo si je suis pas 100% convaincu que c'est un banger. Les prochaines vidéos arrivent très vite, comme je vous l'ai dit, il y a la prochaine enquête paranormale qui a été filmée dans un porte-avions américain, et je le dis parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes les meilleurs. On travaille déjà sur le deuxième épisode de Jeux vidéo IRL, et il y a même une autre vidéo surprise, et normalement c'est la prochaine qui sort, ça vous verrez. Merci à tous, passez une bonne soirée ou une bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode des Histoires des abonnés. Salut tout le monde.